Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier conférence. On a voulu nommer ça atelier puisque Antonin, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, va essayer d'avoir de l'interaction avec vous et pas seulement vous faire un grand discours. On va essayer de rendre ça vivant puisqu'on va s'attaquer à une matière qui est très vivante, c'est-à-dire le discours. Donc le discours, en ce moment, on est abreuvé de discours politiques des élections et on va s'attarder un peu sur les biais cognitifs qui font partie des domaines de compétences d'Antonin et ce que les politiques emploient pour nous parler, comment ils le font, par quel biais, quel langage ils utilisent. Et tout ceci rentre dans un processus de la semaine de la presse. Alors nous anticipons un peu à la bibliothèque Méjeanne puisque nous avons un programme très chargé. Donc on s'est adapté à la ville d'Aix qui est foisonnante d'actions culturelles. Donc là, on va faire une préparation pour que vous veniez, peut-être pour les classes, pour vous-même, vous préparer la semaine de la presse, qui est la semaine prochaine. Donc Antonin inaugure cette semaine avec donc, fake news et politique. Voilà, on va voir comment tout ceci fonctionne dans tous les partis, sous tous les angles de vue. Et on va enchaîner donc après cet après-midi avec un journaliste qui viendra présenter son travail, suivi d'un film en formation qui suit une école de journalisme pendant 1 an. Nous aurons aussi des ateliers et conférences. Vous trouvez tout le programme voilà, sur notre petit flyer, je ne détaille pas. Et je vais vous présenter donc sommairement Antonin Adjé, qui nous fait le plaisir d'être là, et qui est écrivain, novelliste, youtubeur, fameux youtubeur. TikToker même maintenant. Oui, exactement, TikToker. Et qui a écrit, donc qui a reçu un prix et qui a été choisi lors d'un concours, si je ne me trompe pas, en 2012, pour être édité. Et puis après ce première série, premier volume d'Interfell, donc sa série, je vous laisserai te présenter, ce sera mieux avec vos mots qu'avec les miens. Donc un second tome est venu et puis un troisième. En tout cas, c'est une série qui marche très bien dans notre bibliothèque et très appréciée de nos lecteurs. Et donc voilà, on va nous faire cette présentation aujourd'hui avec sa casquette d'éducation aux médias et à l'information. Je vous souhaite un bon écoute. Vous préférez que je sois ici ou de l'autre côté? Parce qu'il y a peut-être un... Ouais. Voilà, ça. Petit instant technique, je vais reculer la table pour pouvoir être ici et être mon meilleur profil face à la caméra. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être ici. En plus, Aix, je suis lyonnais, mais Aix, c'est une ville que j'apprécie beaucoup. J'ai fait une partie de mes études ici, ce que je n'ai peut-être pas annoncé, en Master 2, en négociation internationale, il y a quelques années, je ne dirais pas combien d'années. Et j'ai un peu de famille ici, donc c'était aussi l'occasion de joindre l'utile à l'agréable. Donc voilà, donc je m'appelle Antonin Adjé, je suis auteur de la trilogie Interfield. De cette trilogie, j'imagine en fait un nouveau réseau social, ça se passe dans 50 ans à peu près, qui permet de partager ses émotions. On a tous une puce dans l'oreille gauche, on ressent les émotions des autres, et la conséquence, c'est que nos interactions sociales ont beaucoup changé. Donc si là, par exemple, on avait Interfield, voilà, j'aurais une puce, vous aussi, et je ressentirais vos émotions, et vous ressentirez les miennes. Par exemple, je ressentirais que vous êtes un peu curieux, vous vous demandez mais pourquoi est-ce qu'il a encore un masque, etc. Moi, je ressentirais votre curiosité. Les conséquences de ça, elles sont, au point de vue humain, il y a moins d'interaction, on discute moins, il y a moins d'expression faciale, donc les gens sont beaucoup plus neutres puisqu'ils n'ont plus besoin de froncer les sourcils pour montrer qu'ils sont en colère. Mais aussi, en termes d'information, ça change beaucoup de choses, puisque dans mon histoire, par exemple, Internet existe toujours, mais en fonction des émotions que la machine perçoit chez l'utilisateur, elle va modifier les informations, elle va les présenter différemment. Ce qui fait qu'il n'y a pas qu'une seule information, une seule vérité, mais plein de vérités qui sont présentées aux internautes en fonction de leurs émotions. Et ça, c'est à peine de la science-fiction, puisque actuellement, avec les algorithmes, en fait, les informations sont aussi très orientées quand on va les chercher sur Internet. Donc voilà un petit peu. Et aujourd'hui, donc à la demande de la bibliothèque, l'idée était de parler plus précisément des fake news en politique. Et là, je vous propose un défi, c'est qu'on va parler pendant 1h30 de politique, on va parler de différents candidates et candidats politiques, et pourtant, on va tous tomber d'accord, à mon avis, puisque, comme on va le voir, l'utilisation des fake news, ce n'est pas l'apanage d'un ou d'une candidate, tout le monde a droit. OK? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à cette introduction sur moi, avant qu'on plonge dans le vif du sujet? Parfait.
réflexion Oui. qui était par rapport à votre ouvrage. Oui. Je comprends qu'il y en avait 3. Absolument. Donc là, en pratique, si vous voulez, en ce qui concerne le thème central, on l'a compris, mais les volets qui viennent se décliner par rapport surtout au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, par rapport au sujet... Alors, ça, ce sera le tome 4 qui conclura la saga. Mais en fait, très simplement, c'est une bonne question. Le premier tome, Interfield, c'est vraiment comment fonctionne le système Interfield, quelles sont ses limites et est-ce qu'on peut le changer. Sauf que, en fait, l'histoire du tome 1 se passe que dans un seul pays, avec une manière d'utiliser Interfield. Et dans les tomes 2 et 3, certains de nos personnages, comme ici, par exemple, vont voyager à travers le monde pour une mission qu'ils doivent accomplir et découvrir d'autres utilisations d'Interfield. Et notamment, si je suis très critique d'Interfield au tome 1, je montre dans 2 et 3 qu'il y a aussi beaucoup de très bons avantages à Interfield. Donc en fait, la thématique générale de la trilogie, c'est que chaque technologie a du pour et du contre, et que dans un tome, je vais montrer ce qui ne va pas dans Interfield, et dans les tomes suivants, ce qui va bien dans Interfield. Ce qui pose une complexité supplémentaire, c'est qu'à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête Interfield? Auquel cas, les avantages du réseau vont aussi disparaître. Donc moi, ça ne m'a pas arrangé la tâche. Et dans le tome 4, je montre justement une vision beaucoup plus sociétale d'Interfield et qu'est-ce qui se passerait si justement voilà, une société entière était confrontée à un choix, je ne vais pas dire lequel, sinon je vous spoilerai toute l'intrigue, mais il y a vraiment une réflexion sociétale. Et moi, ça vient du fait aussi que là, j'ai repris mes études en psychologie l'année dernière, mais avant, j'ai fait un master de sciences politiques. J'aime bien jouer avec les deux, et justement, j'aimais bien réfléchir à la dimension politique et sociale d'un tel réseau. De toute façon, l'anticipation, puisque mon livre c'est de l'anticipation, ça se passe généralement de futur, et c'est un moyen de réfléchir au présent. Beaucoup d'histoires futuristes, même les Philippe K. Dick et Isaac Asimov qui vont penser à la robotique, qui ont même inventé le mot robotique, c'est aussi un moyen de réfléchir à notre condition d'être humain, et à notre relation avec des êtres qui sont censés ne pas avoir de conscience, mais qui vont commencer à penser. L'un des titres les plus connus d'Asimov, c'est « Machine qui rêve ». Qu'est-ce qui se passerait si une machine se mettait à avoir des rêves et donc une conscience? Ça se passe pas très bien pour le robot de l'histoire, mais en tout cas, voilà. Donc pour répondre à votre question, le concept d'Interfield n'est pas limité qu'au premier tome, mais c'est une réflexion plus globale sur notre positionnement en tant qu'être humain face aux technologies et ici aux réseaux sociaux. Mais je reviendrai volontiers faire une intervention sur l'anticipation. Alors, j'avais pas prévu. Cette intervention, conférence, atelier. Et pourquoi atelier? Parce que n'hésitez pas à m'interrompre. Je dois être un des seuls à dire ça. N'hésitez pas à m'interrompre, à me dire si vous n'êtes pas d'accord. Ça ne me dérange aucunement pas. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'esprit critique et vous interdire de me dire ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai aucun souci à la contradiction. Et si vraiment je sens que ça va prendre trop de temps, je vais dire on en parlera à la fin. Pas pour fuir le débat, mais parce que on continue et voilà. Mais si c'est juste pour une précision, une remarque, aucun souci. On va découper en 3 parties cette intervention. La première, la plus importante, c'est les fake news que vont sortir des politiques. Donc, on a plusieurs exemples. Et je montrerai un peu comment ça fonctionne. Alors, juste un truc, moi, l'idée, c'est pas de taper sur un seul candidat. J'ai des opinions, comme vous tous et toutes en politique, mais on va faire un panel de gauche à droite, d'extrême gauche à extrême droite, parce que, en fait, les fake news, tout le monde en dit. Pas que les politiques, mais tout le monde. Donc, voilà, autant voir un petit peu de partout qui usent et abusent de fake news. Donc ça, c'est la première partie, c'est vraiment les fake news. Et après, la deuxième partie, c'est un truc qui est un peu plus subtil, on va dire, c'est ce qu'on appelle des sophismes. C'est des erreurs de raisonnement, mais qui paraissent vraies. On y reviendra. Il y a plein de raisonnements qui paraissent hyper cohérents, mais dès qu'on y réfléchit 2 minutes, c'est n'importe quoi. Donc, ce n'est pas une fake news en tant que telle, c'est juste une erreur de raisonnement qui est utilisée. Si vous connaissez Clément Viktorovitch, qui fait beaucoup d'interventions, maintenant il est sur France Info, je crois, et avant il était sur Canal+, où il analysait la rhétorique des hommes politiques, et c'est exactement ça. C'est des arguments fallacieux, des erreurs de raisonnement qui sont utilisées, qui paraissent cohérentes, mais qui ne sont pas cohérentes. Voilà. Les chats sont des mammifères. Socrate est un mammifère, donc Socrate est un chat. Non, c'est pas vrai, mais ça a l'air cohérent. Donc voilà, ça c'est un sophisme. Et ensuite, le storytelling, c'est une troisième chose. C'est pareil, c'est pas forcément de la fake news, mais dans tous les domaines de notre société, des gens vont se mettre en scène, vont se présenter d'une certaine manière, vont se créer une histoire particulière avec leur famille, etc., pour nous influencer, pour créer de l'empathie. Et c'est exactement comme ça que fonctionnent les influenceurs sur les réseaux sociaux.
on a de l'empathie avec eux. Et même moi, je le vois, par exemple, mes vidéos qui ne marchent plus, c'est pas quand je dis calmement un conseil d'écriture, mais je vais parler, tiens, je suis énervé parce que il y a un contrôleur RATP qui m'a contrôlé, je ne suis pas content, etc. Je raconte ma vie, en fait, et c'est ce qui crée le plus d'engagement parce que ça crée des émotions, etc., etc. Donc, ce storytelling, et bien sûr, les hommes politiques et les femmes politiques en usent et abusent, et c'est important d'en avoir conscience pour ne pas se faire avoir. Quand on prend conscience qu'on peut se faire influencer, on est moins influencé. Si on est persuadé qu'on ne peut pas être influencé, on tombe directement dans le panneau. Sachez-le. Voilà, ça, c'est comme quand on va dans un magasin et qu'une personne, un vendeur vous dit vous, je sais qu'on ne peut pas vous avoir. Généralement, quand on commence comme ça, c'est qu'il veut nous avoir. Je crois que c'est Mark Twain qui disait si vous voulez escroquer quelqu'un, il faut le voir en disant tu viens te faire escroquer. Mais attends, moi, je vais t'aider. Voilà. Donc, méfiez-vous. Dernière statistique, les gens qui sont le plus persuadés d'être moins influencés par la pub sont généralement ceux qui sont le plus influencés par la pub. Donc, méfiez-vous de votre fierté. Donc, petite précision, moi j'en ai déjà parlé, mon but c'est pas de prendre parti, de dire que les politiques sont tous pourris, parce qu'ils sont à notre image et tout le monde use et abuse de fake news. Et comprendre cette rhétorique permet de choisir pour des arguments plus concrets. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on s'est débarrassé des fake news, on peut vraiment se concentrer sur le fond du programme, ou alors interpeller les candidats pour qu'ils arrêtent d'être sur cette rhétorique, etc., et dire maintenant, le programme c'est quoi? Et donc c'est basé sur des vrais arguments. Pourquoi, à votre avis, est-ce que j'ai mis cette photo de Donald Trump, qui est l'ancien président des États-Unis? Parce que le terme fake news, en fait, a émergé avec Donald Trump, et ce qui est très rigolo, c'est qu'il a émergé quand lui reprochait aux journalistes de faire des fake news. Et je crois que le premier exemple que j'ai, c'est le jour de l'inauguration de Donald Trump, où donc, il descend à Washington, une immense rue dont j'ai oublié le nom. Et les journalistes ont dit, alors ils ont fait des photos en fait durant l'inauguration de Barack Obama 4 ans plus tôt et celle de Donald Trump. Et il y avait beaucoup moins de monde pour l'inauguration de Donald Trump, parce que déjà c'était très clivant. Et quand un journaliste lui a annoncé à Donald Trump, que pensez-vous du fait que beaucoup moins de gens étaient dans les rues pour vous accueillir, il a dit, you fake news, it's not true. J'ai pas l'accent de Donald Trump. Et en gros, voilà, c'était, non, c'est vous qui dites n'importe quoi, moi je vous garantis qu'il y avait plus de personnes dans les rues, alors qu'il y avait des photos qui prouvaient le contraire. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis Donald Trump, parce que c'est lui qui a popularisé ça, paradoxalement, en reprochant à ceux qui, généralement, essayaient de donner des vraies infos, de faire de la fake news. On est tous la fake news de quelqu'un d'autre. Mais selon vous, c'est quoi une fake news? Comment est-ce qu'on pourrait définir une fake news? Parce que c'est un terme qu'on entend sans arrêt, mais ce n'est pas forcément facile à définir. Je pose la question comme ça, j'ai le temps. Ça peut être parfois lié l'évidence, en l'occurrence. Ouais, très bien. Mais si on peut justement définir concrètement la définition d'une fake news, parce que nier l'évidence, c'est assez général. Comment on pourrait vraiment dire, OK, une fake news, c'est... C'est prendre le contre-pied de ce qui est dit. Vous savez, enfin, je m'excuse, mais j'ai visité récemment le mémorial des Milles. Ouais. On voit dans ce mémorial, dans une certaine pièce, un discours de Goebbels. C'est exactement ça ce qu'il faisait. Hein. Exactement. À l'égard des Juifs, il disait, méfiez-vous les Juifs, si vous nous embêtez, on va vous embêter. Alors qu'il avait déjà commencé à mettre des Juifs. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas tant la menace, c'est le fait de prétendre qu'il n'y avait rien pour l'instant. C'est ce que fait Poutine aussi. Hein. Mais à titre personnel, je suis d'accord. Mais oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a plein de définitions. Et ce que je reproche aux définitions, c'est en gros, une infox, c'est une information mensongère. D'accord, merci, mais c'est quoi une information mensongère? Donc moi, ma définition, c'est ça. C'est une information qui s'oppose à l'état actuel des connaissances sur un sujet et qui est diffusée dans le but volontaire ou non de désinformer. Et je pense que c'est important parce que déjà, ça veut dire qu'une personne qui dit « je ne sais pas », comment dire, c'est important d'avoir l'état actuel des connaissances. C'est-à-dire que si on ne sait rien et que quelqu'un propose une théorie, ce n'est pas forcément une fake news puisqu'on n'a pas ces connaissances-là. Par contre, par exemple, nier un génocide alors qu'on a des preuves factuelles, c'est de la fake news puisqu'on a des preuves établis qui attestent l'existence de ce génocide. Après, on peut être de négationnisme, mais ça, c'est encore autre chose. Mais ce qui est important, et je trouve que peu de définitions de mettre, c'est le but volontaire ou non de désinformer. Parce que, autant Donald Trump disait peut-être volontairement n'importe quoi, il savait qu'il mentait, autant je pense que beaucoup sur les réseaux n'ont pas conscience de propager des fake news. Et je pense même que beaucoup ne se rendent pas compte que ce qu'ils propagent est une fake news. Et c'est important de se dire ça, il ne faut pas penser qu'il y a forcément une intentionnalité d'être malfaisant quand on propage des fake news. Simplement, il y a des gens qui vont croire quelque chose et qui vont propager. Après, là, on va parler des hommes et des femmes politiques, et j'estime personnellement qu'ils sont censés savoir justement l'état actuel des connaissances, et que donc s'ils font des fake news,
ils sont tenus responsables. Ça, c'est mon point de vue. Est-ce que ma définition vous convient sur la fake news? Parfait. Est-ce que tout débat politique participe à la désinformation? Oui, mais et le même semble important. Donc moi, comme j'ai dit, j'ai étudié la psychologie, notamment psychologie sociale, et notamment les théories du complot, par exemple. Et ce qui ressort, c'est vraiment état des connaissances, notamment par exemple aux États-Unis. Plus on va sur les extrêmes, plus il y a quand même une proportion qui augmente en termes de croyances dans certaines théories du complot. On a vu ça avec le Covid, etc. Ça ne veut pas dire que des gens qui sont moins aux extrêmes n'en propagent pas, mais d'un point de vue statistique, c'est comme ça que ça fonctionne, et plus à droite qu'à gauche. Aux États-Unis, la plupart des gens qui désinforment sur les réseaux, c'est les pro-Trump, vraiment forcenés. Et on retrouve un peu ça en France. Mais, encore une fois, ça c'est statistique, ça ne veut pas dire que sur chaque strate de la société, on peut avoir des fake news qui sont propagées. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est les exemples de fake news. Donc là, on va avoir plusieurs exemples où il y aura des citations de politiciennes et politiciens, et on va voir si c'est vrai ou pas. Mais comme le titre c'est fake news, je vous spoil un petit peu la réponse. Valérie Pécresse, dans un discours, a mis, alors je mets toujours mes sources, c'est important, si quelque chose n'est pas sourcé, généralement c'est mauvais signe, a dit j'ai pris position pour l'interdiction des thérapies de conversion, donc vous savez, c'est donc des thérapies pour que des personnes homosexuelles deviennent hétérosexuelles. Voilà. Je ne dirai pas ce que j'en pense parce que je serais... Mais je demande aussi au gouvernement qu'on interdise des opérations avec changement de sexe pour des mineurs qui ont des conséquences irréversibles. Qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas dans cette information? Au-delà de ce que vous pensez du changement de sexe, etc. Ce qui ne va pas, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire d'opération de changement de sexe sur des mineurs en France. Donc cela, proposer qu'on interdise des opérations avec changement de sexe pour des mineurs en France, c'est proposer quelque chose qui est, proposer d'interdire quelque chose qui est déjà interdit. Et ça, donc c'est une fake news en fait, c'est-à-dire qu'elle propose quelque chose, c'est comme si je disais, je propose, je ne sais pas moi, d'interdire le cannabis. Bah oui, c'est déjà interdit. Donc voilà, ça c'est une première fake news. Et ce qui est intéressant aussi, pour parler un peu des biais cognitifs, c'est que si, alors il y a des personnes vraiment voilà, je trouve qu'il y a aussi un peu ce qu'on appelle un appel à l'émotion, au sens où on va aller sur un sujet qui forcément, pour certains, va alerter les émotions, ça va être pris de manière personnelle. Ce sont des mineurs, on ne touche pas aux enfants, etc. Le problème de cet appel à l'émotion, c'est que ça enlève notre esprit critique. On est pris de l'émotion et donc on va partager, on ne va pas vérifier. Si on prend du recul par rapport à nos émotions, et ça c'est ce que je conseille de faire avant chaque partage sur Internet, même si on est fasciné par une personne ou qu'on la déteste, prend du recul, on se concentre, on passe en mode analytique, donc une réflexion actée, on se dit ok, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et là, c'est pas compliqué, hein. Pour savoir si c'était vrai ou pas, j'ai cliqué sur opération changement de sexe pour mineurs en France, et on tombe sur cela. Il y a aussi généralement maintenant beaucoup de journaux, notamment des cellules de débunkage. Donc il y a Check News pour Libération, etc., et des codeurs sur le monde qui vont, preuve à l'appui, montrer si des choses sont vraies ou fausses. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toujours raison, mais c'est un élément intéressant pour voir si c'est vrai ou pas. Et je sais que pour cette citation de Pécresse, beaucoup d'articles, justement, sources à l'appui, ont montré que ce n'était pas quelque chose qui se faisait en France. Donc, méfions-nous. Ça n'est pas une erreur ou en définitive, c'est un mensonge? Pour moi, c'est pas un mensonge. Pour moi, en fait, elle demande l'interdiction de quelque chose qui est déjà interdit. Alors, elle ne dit pas littéralement que les changements de sexe pour mineurs sont autorisés en France, mais c'est le sous-entendu de la phrase. Vous voyez? Si un politique dit « je veux interdire quelque chose », on part du principe que c'est autorisé jusque-là. Vous voyez? Quelqu'un dit « je veux interdire les corridas ». Oui, mais c'est ça. Mais après, voilà, de toute façon, il y a toujours cette ambiguïté. Mais si quelqu'un dit, par exemple, « je veux interdire les corridas », on déduit que les corridas sont autorisées. Sinon, pourquoi l'interdire? Et si on ne vérifie pas trop, voilà, on se laisse prendre par la fake news.
Ensuite, par rapport à cette citation, donc Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a dit il y a quelques semaines ou mois maintenant, aujourd'hui, les femmes qui sont psychologiquement ou physiquement atteintes par leurs compagnons déposent plainte systématiquement. Systématiquement, il y a désormais des gardes à vue et systématiquement, il y a des poursuites judiciaires. Je vois que ça fait beaucoup rire certaines personnes. Qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas dans cette citation? Effectivement, là, la première chose qu'on a envie de vérifier, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'effectivement, toute personne, déjà, comment mesurer? Moi, la première interrogation, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si toute personne agressée va porter plainte? Parce que le principe, c'est que beaucoup n'osent pas. Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas des statistiques qui permettent de voir si, oui ou non, ce que dit le ministre de l'Intérieur est vrai? Il s'avère que sur le site du ministère de l'Intérieur, il y a intérieur.gouv.fr. Donc, c'est un rapport qui a été fait par l'INSEE. Et on voit ce document. Et ce document, si on regarde là, proportion de victimes ayant déposé plainte, 12%, 10%, 14%, 17%. Pour violences sexuelles, violences physiques ou sexuelles au sein du ménage, violences conjugales, viol et tentative de viol. Et alors là, les victimes, c'est hommes et femmes, mais de pourcentage de femmes parmi les victimes, 77%, 66, 72, 84. Donc je pense qu'annoncer que toute personne qui a subi des violences sexuelles en France porte plainte parce que c'est pas fini, c'était pas que porter plainte, c'était aussi qu'il y avait des poursuites et des gardes à vue. Voilà. Donc c'est une grosse fake news. Mais là, il dit aujourd'hui, alors que c'est vrai, c'est vrai. Les chiffres sont peut-être antérieurs. Exactement, ces chiffres datent de 2019. Et là, par contre, je vais avoir une déduction. Je me dis qu'en 2 ans, la situation n'a pas été... voilà. Je sais. Et... Non, mais c'est un très bon FX. C'est un très bon FX, tout à fait. C'est une question de bon sens, parce que comme vous le dites, comment peut-on savoir si toutes les personnes victimes déposent plainte? En plus. Si elles déposent plainte, c'est pas forcément fondé. Donc bien sûr. Mais tout à fait. Et effectivement, si ces statistiques dataient de 1950, on aurait pu... Là, j'estime que 2019, en plus avec le Covid qui a aggravé cela, il y a eu beaucoup de violences à cause du Covid, parce que les gens étaient coincés chez eux. Donc il me semble raisonnable de penser que ce que dit... Et puis surtout, il y a aussi autre chose, et ça c'est un concept qui est très important en termes d'esprit critique, c'est celui qui avance quelque chose, qui doit prouver ce qu'il avance. Rien de tel que l'anaphore. En plus, alors, là on est sur la rhétorique, effectivement, ça sonne bien, mais c'est faux. Et un point très important, et qui est très 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 présent en science, c'est celui qui affirme quelque chose qui doit être prouvé. Si je vous affirme que les licornes existent, je dois vous prouver. Parce que sinon, quelqu'un me dit prouve-le, et moi je vais dire prouve-moi que les licornes n'existent pas. Et c'est impossible de prouver que quelque chose n'existe pas. Je ne peux pas vous prouver que derrière vous, il n'y a pas un éléphant qui disparaît dès que vous vous retournez. Ça ne veut pas dire qu'il y a un éléphant. Donc c'est la personne qui avance quelque chose qui doit prouver ce qu'elle avance. Et donc là, ça devrait être au ministre de l'Intérieur d'avancer des preuves, des statistiques, que toutes les plaintes sont prises en compte, etc., etc. En l'absence de preuves, et avec ces informations-là, je pars du principe que ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, à titre personnel, je ne sais pas... je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens disent encore des choses comme ça qu'on peut vérifier facilement, mais une des explications, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de propager une fake news qu'une vraie information. Parce que la fake news est plus impactante, plus émotionnelle, etc. La vraie information, généralement, est un peu plus terne, complexe, elle est moins attrayante pour l'esprit. Par exemple, sur les réseaux, s'il y a une fake news qui arrive et que juste après, il y a son démenti, la fake news, généralement, est partagée des milliers de fois et son démenti des centaines de fois. Et donc, plein de gens ne vont voir que la fake news et pas le correctif. C'est paradoxal quand même, parce que nous sommes dans une époque avec toutes les techniques possibles et imaginables, informatique, Internet, portable, vidéo. Absolument. Mais alors ça, c'est justement le terme de ma conférence principale sur les biais cognitifs. C'est en fait, c'est effectivement ça, c'est un paradoxe. On n'a jamais eu autant de possibilités de vérifier l'information, pourtant on ne le fait pas. Et l'une des raisons très simples pour moi, c'est que notre cerveau n'aime pas la contradiction. Par exemple, j'en parle rapidement, il y a quelque chose qui s'appelle le biais de confirmation, qui est qu'on va toujours avoir tendance à privilégier des informations qui confirment ce qu'on pense déjà, que l'inverse. Le cerveau n'aime pas se remettre en question. Si vous pensez qu'un candidat est la pire des ordures,
dès qu'elle fait quelque chose de mal, ça va confirmer que c'est la pire des ordures. Si vous adulez ce candidat et qu'elle fait quelque chose de mal, c'est un complot, c'est pour faire tomber, on n'a pas tous les éléments, etc. etc. Peut-être que c'est vrai, mais notre perception de la réalité dépend de nos expériences passées. Et donc, si moi, je suis persuadé, par exemple, que, je ne sais pas, sur ce coup-là, que, effectivement, par exemple, toute femme qui porte plainte est écoutée, qu'il n'y a pas de souci de violence conjugale en France, je vais dire ça, je ne vais pas vérifier, puisque ça confirme ce que je pense déjà. Donc, j'ai validé, j'ai partagé, etc. C'est le problème. Et donc, c'est pour ça, il y a plein d'informations, mais on n'a pas envie de les voir et on n'a pas envie de se remettre en question. Rajoutons à ça le fait que les réseaux sociaux n'ont pas beaucoup d'intérêt à faire ça aussi. Parce qu'une fake news, elle est plus émotionnelle, elle est plus impactante. Par conséquent, on va plus rester sur le réseau social. Conséquence de ça, le réseau social nous garde plus longtemps à lui et peut nous vendre de la pub, etc. Un réseau social n'a que très peu d'intérêt d'un point de vue purement économique, pas moral, hein, économique, à ne pas nous vendre de la fake news. C'est pour ça, à mon sens, qu'il faut qu'il y ait des contraintes politiques contre les réseaux pour justement équilibrer un petit peu. Et faites des tests. Moi, je fais des tests sur le Covid, par exemple. Je clique sur une vidéo qui me semble très rigoureuse et puis je vois les suggestions. Et bien, plus je clique, plus j'arrive sur de la pure théorie du complot à ce sujet. Alors que l'inverse ne marche pas. Si je commence par la théorie du complot, je ne vais pas arriver sur une vidéo officielle ou une vidéo d'une personne, médecin, qui a bossé son sujet. Ça ne marche jamais dans ce sens-là. Il y a une sorte de glissement encore et toujours vers la désinformation. Parce que c'est de l'intérêt économique du réseau social. Pas moral, pas éthique, mais économique. D'autres questions par rapport à tout ça? Est-ce qu'on aura un peu de temps après l'intervention et avant la suivante pour des questions, ou est-ce qu'on sera... Oui, ça va aller. Ouais, super. Donc on pourra discuter un petit peu de tout ça après. Passons à gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, qui a dit dans un discours « Le glyphosate est présent dans 90% de vos urines. C'est un produit probablement cancérigène selon l'OMS. On prend le problème à bras le corps, cantine bio pour tout le monde, interdiction des pesticides. » Alors, première chose, indépendamment de si c'est vrai ou faux, indépendamment de ça, indépendamment de ce que vous pensez du glyphosate ou du bio, etc., j'ai parlé du biais de confirmation, et il y a quelque chose qui s'appelle l'appel à l'émotion. L'appel à l'émotion, c'est qu'une information anxiogène ou hyper positive, mais surtout anxiogène, on va la retenir davantage. D'accord? Donc si moi je vois que le glyphosate est présent dans 90% de mes urines, ça fait peur, donc je retiens cette information, et celui qui la raconte. En oubliant l'émotion, à votre avis, qu'est-ce qui pose problème dans cette citation? Absolument, absolument. Je reviens juste sur la première phrase. Je n'ai pas d'avis tranché sur le glyphosate parce que je ne me suis pas renseigné. Mais pour moi, il manque un truc aussi dans 90% de vos urines. C'est quelle proportion? Parce que si la moitié de mon urine, c'est du glyphosate, je ne pensais pas que je parlerais de mon urine ici, mais c'est très inquiétant. Mais si c'est des traces, il ne faut pas oublier que généralement, ce qui fait le poison, ce n'est pas tant l'objet, c'est la quantité. Si vous mangez une noix de cajou, je crois, non, c'est quoi? Je crois que c'est la noix de cajou. Il y a une noix, en fait, qu'on utilise de muscade. Une noix entière, on meurt. Ouais. Alors, par contre, alors qu'une petite... et ça, alors, autre sujet polémique du moment, c'est comme le nucléaire. La radiation en soi n'est pas néfaste, puisqu'en fait, là, je vous irradie, en fait. Peut-être par mes dialogues et mon discours, mais aussi parce que je suis radioactif. Si vous mangez une banane, la banane est un fruit radioactif, mais à quel degré? L'important, c'est le degré. Effectivement, être à côté d'un produit, d'un déchet nucléaire, c'est très dangereux, parce que le degré est plus important. Donc pour moi, quand je vois le glyphosate est présent dans 90% de mes urines, oui, mais ça veut dire quoi exactement? À quelle proportion? Ensuite, probablement cancérigène, c'est dans l'OMS. Donc là, la solution, c'est très simple, c'est d'aller voir sur le site de l'OMS, qui en anglais s'appelle WHO, donc ceci, je clique, je regarde, je vais vous dire avec mon superbe accent, et après je vais traduire. The meeting concludes that glyphosate is unlikely to pose a carcinogenic risk to humans from exposure through the diet. L'étude montre que le glyphosate, vraisemblablement, ne pose pas de risque cancérigène pour les humains à travers le repas. Donc, c'est-à-dire que si on mange des produits avec du glyphosate, alors ça dépend peut-être de la proportion, on ne risque pas grand-chose. Voilà. C'est ce que dit l'OMS, hein, ce n'est pas mes paroles. Non, alors, pour avoir l'habitude des études scientifiques,
une étude scientifique n'est jamais affirmative à 100% parce que c'est la nuance. C'est la nuance. Mais quand il y a écrit unlikely, généralement, voilà, c'est ça. Et puis en fait, le café c'est cancérigène, tout est cancérigène. Encore une fois, c'est une histoire de degrés. Donc voilà. Donc le réflexe, c'est d'aller sur les sources, généralement, et de se renseigner, notamment avant de partager l'information. Et on revient sur le biais de confirmation. Si moi je suis un fan de Jean-Luc Mélenchon et que je pense qu'il faut que ce soit le prochain président, non seulement je risque de le croire, mais même si je pense qu'il se trompe, je risque de partager aussi, parce que malgré tout, je veux qu'il soit président. On a vu ça avec l'élection de Trump. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que beaucoup de gens qui propageaient les paroles de Trump ne croyaient pas ce qu'il disait. Mais ils pensaient que c'était le candidat qu'il fallait pour les États-Unis, et donc ils partageaient malgré ça. C'est très compliqué en fait de s'opposer à nos convictions. C'est très compliqué. Et ensuite, Éric Zemmour, donc de l'autre côté, qui avait dit il y a quelques années dans une émission de radio, RTS je crois, le régime de Vichy a protégé les juifs français et donné les juifs étrangers. Sous-entendu que, en fait, face à un dilemme de cartésien, le gouvernement de Vichy avait décidé de sacrifier les juifs étrangers, mais pour protéger les juifs français. Qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas dans cette phrase? Zemmour. Oui, alors pas de politique, on m'a dit pas de politique, mais... Comment est-ce qu'on peut vérifier cette information? Parce qu'on n'a pas les connaissances historiques. Moi, je ne les avais pas. La protection, est-ce qu'il y a quelque chose de... Oui, mais... Est-ce qu'il y a une action, une loi? Oui, tout à fait. Et moi, là, ce que je fais, généralement, c'est que je vais m'enseigner auprès des gens qui savent un peu mieux que moi. Et donc là, c'est des historiens. Et en fait, et c'est un débat qu'on a vu beaucoup durant la pandémie. Les experts, ils disent n'importe quoi, etc. Certains, c'est vrai, mais peut-être que ce n'est pas des experts. C'est-à-dire que, anecdote, par exemple, sur la guerre en Ukraine, il y a quelques jours, il y a un expert en cybersécurité qui est passé chez Cyril Hanouna pour expliquer s'il y avait un danger de hacking russe. Si on se renseigne, cet expert en sécurité, c'est juste un mec en fait, qui a une boîte qui vend des pages de pub sur Facebook. Je n'appelle pas ça un expert en cybersécurité. Par contre, quelqu'un qui a fait un doctorat en cybersécurité, j'aurais tendance à le croire davantage. Donc, la notion d'expert, déjà, c'est très flou. Mais par contre, si là, moi, je veux des réponses à ça, je vais voir ce que disent les historiens. Et ça tombe bien, parce qu'ils ont sorti un livre qui s'appelle Zemmour et l'histoire, et qui explique que c'est quand même pas vraiment ça. Donc, les éléments qu'on a, c'est les juifs étrangers ont été déportés, mais leurs enfants étaient français, parce qu'ils étaient nés sur le sol français. Donc, par conséquent, si tu déportes ces juifs étrangers et leurs enfants, tu déportes aussi des Français. Donc, première chose. Des juifs français ont aussi été déportés, de fait, et ceux qui ont pu être sauvés, c'est surtout, nous dit l'histoire, grâce à la fois à la population qui les a protégés, mais aussi les agents qui des fois fermaient un peu les yeux. Donc ce n'est pas le gouvernement de Vichy qui a décidément acté de les protéger et qui a fait une sorte de marché dont on aurait pu avoir une trace. En gros, voilà, on prend les juifs on vous donne les juifs étrangers, on garde les juifs français. Et aussi, au-delà de la déportation, des persécutions des magasins, etc., c'était tous des juifs. Et c'est ce qui m'a extrêmement anxiogène, et c'est un euphémisme, à pousser beaucoup de juifs français à partir sur la route, à fuir la France et à se faire capturer. Et pour les chiffres, sur les 74 000 juifs déportés, 24 000 étaient français. Et ça fait donc un tiers à peu près des juifs français, dont plus de 7 000 enfants. Donc, encore une fois, ce qui a été dit est faux. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé avec mes petites mains. Justement, j'ai écouté des historiens spécialisés sur l'extrême droite française et sur la Seconde Guerre mondiale et du gouvernement de Vichy, qui, à mon sens, à mon avis, en savent mieux que Zemmour sur cette histoire. D'autant plus que Zemmour est un homme politique, il a aussi, et ça se voit de ce qu'il raconte, il a un roman national français qui est très présent, où en gros il défend la France, voilà, pourquoi pas, mais quitte à déformer l'histoire. Et c'est là où moi j'ai un problème. Parce que l'intérêt de l'histoire, c'est de montrer la complexité de notre pays, de ce qui s'est passé, et des fois ça ne va pas toujours dans le sens d'un roman national. Je suis plutôt d'accord. C'est ça. Historiquement, il y a des faits réels qui soulèvent, mais il a une tendance à les distordre dans le sens qu'il tourne. Mais généralement, les fake news partent d'une base de réalité, mais déformée. Par exemple, je ne sais pas, des vaccins, il y a d'immenses effets secondaires des vaccins. Peut-être qu'il y a eu 2-3 cas de problèmes avec les vaccins, certainement. Peut-être que, voilà.
Et après, cette anecdote-là va être propagée, diffusée, amplifiée, c'est le principe de la rumeur, jusqu'à arriver sur quelque chose de déformé, mais qui a une base de vérité. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que là, effectivement, 100% des Juifs déportés n'étaient pas français. Mais ça ne veut pas dire qu'il a raison. C'est le principe de la manipulation. Oui, Petit élément. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand on veut chercher la manipulation, on dit mais regarde, ça c'est vrai, vous êtes obligé de consentir à ce fait que ce soit vrai, ça met le doute. Exactement. Écoutez, il y a un biais cognitif qui s'appelle le pied de la porte, qui est très intéressant. Enfin, en gros, on demande l'approbation de quelqu'un sur un petit élément généralement vrai. La personne dit oui, et après on continue. Donc si tu penses ça, tu penses que si. Si tu penses ça, tu penses que ça. Et en fait, peu à peu, on va déformer les propos, mais comme la personne a commencé à s'engager à être d'accord avec vous, ça va amplifier ce phénomène. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Hold Up, qui est un documentaire qu'on va dire conspirationniste, en tout cas, vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est comme ça que je le vois, sur le virus, etc., sur le vaccin, le scandale sanitaire. On peut être critique de la situation sanitaire, ce n'est pas la question. Mais ce qui est intéressant, c'est sa construction. Ça commence généralement avec des témoignages de conducteurs de taxi qui vont dire que c'est compliqué, etc., que la situation est difficile. Je ne peux que être d'accord avec ça. Et quand vous voyez un petit peu l'évolution des arguments jusqu'à la fin, ça commence par « on ne nous a pas tout dit », ce qui est certainement vrai, je n'ai pas de souci avec ça. Ça finit par « on veut faire un génocide mondial de 2 milliards de personnes ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'une heure plus tôt, on nous dit que ce virus, c'est une petite grippe. Donc, dans le même documentaire, on nous dit que le virus, c'est une petite grippe, et donc tout va bien, et qu'ensuite, ce virus a été créé pour tuer la moitié de la population. Les deux informations sont contradictoires. Mais, voilà, c'est dans un vernis logique et une progression qui donne une illusion de cohérence. D'accord ? Ça, c'est le pied de la porte. Et ça, la méthode la plus simple, c'est si vous voulez demander une cigarette à quelqu'un dans la rue, ou 20 centimes, d'abord, demandez-lui l'heure. Vous avez l'heure ? Ah oui, excusez-moi, il me manque 20 centimes. La personne ne va pas dire non. Par contre, si vous commencez en demandant 20 centimes, elle va dire « désolé, je ne peux pas ». Voilà. Petite technique si vous avez besoin de 20 centimes un jour, ou d'une cigarette, mais fumez-tu, ce n'est pas une fake news. Donc voilà. C'est très utilisé dans le marketing. Bien sûr, bien sûr. Dire 3 oui, enfin faire dire 3 oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout ce que je dis là, de toute façon, c'est de l'outil marketing. Et on va voir ça avec le storytelling. Les hommes politiques n'ont rien inventé. Il y a aussi un autre truc qui est très intéressant. Je n'ai pas parlé durant cette formation, mais là, je pense qu'on a un peu de temps, donc je peux me le permettre. Est-ce que vous avez remarqué que, par exemple, quand il y a le représentant d'un candidat ou même le représentant d'une marque, il va dire 15 000 fois le nom de la marque. Ou quelqu'un qui va défendre, je ne sais pas, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon pense que si, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, etc., etc., etc. Est-ce que vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Voilà. Exactement. En fait, c'est un principe qui s'appelle le principe de simple exposition. Et il a été prouvé que plus on entend un mot, un nom, un concept, plus on va avoir une opinion positive sur ce concept. Excusez-moi. Non, merci. Ça fait partie de la conférence ou je trouve... Voilà. Ça, c'est une fake news. Non, non. Justement, ça, c'est le facteur humain. C'est que moi, j'ai oublié de mettre en mode avion mon portable. Je ne sais pas. C'est quelle marque ? Donc voilà. Donc le principe de simple exposition. Ah oui, et puis vous voulez que je répète la marque 15 fois d'affilée, c'est ça ? Non, je ne suis pas sponsorisé par... C'est Nokia, non ? Je ne sais même pas, vous voyez, je ne sais même pas... Et notez la prochaine fois combien de fois, je crois que c'est toutes les 3 phrases, ils vont répéter, ils vont répéter, ils vont répéter. Parce qu'il a été prouvé par des études scientifiques en psychologie que plus on répète quelque chose, plus on a une opinion. Et c'est comme ça que fonctionne la pub. Parce qu'on se dit la pub, mais moi, ça ne marche pas la pub. Si, ça marche. Parce qu'entre un dentifrice dont vous n'avez jamais entendu parler et Colgate, vous prenez Colgate. De fait. Et je suis le premier à tomber dedans. Il n'y a pas de... Après, on peut se dire, attends, je sais que je peux me faire avoir. OK, celui-là est quand même moins cher. Mais voilà, il y a... Enfin, vous savez, les paquets de pâtes, grosso modo, c'est de la farine dedans. Mais entre les panzani et l'espèce de truc premier prix du... Voilà. On va dire, non, je vais prendre des panzani parce que j'ai vu de la pub. Alors que c'est des pâtes, c'est les mêmes pâtes, c'est des pâtes sèches. Alors peut-être que vous pensez qu'elles sont meilleures, mais peut-être que c'est aussi un effet cognitif. J'ai fait un jeu comme ça avec une personne amatrice de vin.
on a pris un vin qu'on a acheté à Didod, on a carafé, et on a dit que c'était un grand cru. Eh ben, il a adoré le vin. C'est très facile de manipuler le cerveau. Donc voilà, on est à la fin des fake news. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des exemples de fake news que vous avez entendus, que ce soit de domaine politique ou autre chose? Pendant que vous cherchez, moi je pense, juste pour vous dire que bien sûr les fake news, ce n'est pas limité au domaine politique. Est-ce que vous vous rappelez les Dactimel qui protègent les défenses immunitaires? Ouais. Bah, ça c'est de la fake news, parce que c'est pas vrai. Défense immunitaire, généralement, se protège très bien toute seule, et c'est pas un peu de décaillé qui va changer ça. Et d'ailleurs, ils n'avaient plus le droit d'utiliser ce principe-là. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, il ne faut pas oublier que... En fait, ce qui est intéressant, c'est que les politiques ou les gens qui font du marketing connaissent ces biais cognitifs. Ils le connaissent. Ils savent que ça marche. Donc c'est notre arme à nous, c'est d'en avoir conscience aussi et de savoir pointer du doigt quand ça ne va pas. Il y a beaucoup de fake news autour de la dépense publique. Certainement. Une dette qu'on va laisser à nos enfants. Certainement. Certainement. Les images aussi pour les fake news, parce que souvent ça se passe de texte et il y a énormément de fake news qui sont diffusées par image. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la pandémie, ils avaient diffusé largement une image d'un train avec des wagons citernes, où il y avait un des wagons citernes où il y avait marqué Covid-19 dessus. Et cette image a fait le tour du monde, c'était vraiment une des images qu'on a le plus vues. Et en fait, il se trouve qu'il existe des petits outils qui vous permettent de voir les pixelisations. Tout à fait. Vous savez la manière dont est faite l'image. Et en fait, il vous suffit de glisser cette image dans cet outil de pixelisation. Et vous voyez que en fait, là où il y a marqué Covid-19, les pixels sont plus gros que l'image de base. Donc on se rend bien compte que c'est extrait, que ça a été collé et que ce n'est pas la même image. Tout à fait. Ça, je vous invite à beaucoup l'utiliser. C'est très facile. Vous mettez, il y a des outils, si vous voulez, c'est sur notre site internet, je vous le donnerai après. Vous glissez l'image dedans, il va vous dire tous les pixels sont homogènes, par exemple. Il va vous dire attention, cette image est composée de plusieurs images et il va vous montrer lesquelles. Et de là, vous pourrez faire vos propres conclusions. Absolument, Très absolument. efficace, les fake news en images. On n'a pas eu l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais effectivement, il y a plein de manières de vérifier l'information. Moi, j'ai souvenir aussi, par exemple, début de pandémie, une personne sur Twitter qui se plaignait en disant « Regardez, c'est le début de la pandémie et il y a tout ce monde-là sur les Champs-Élysées. » Et il y avait une masse de personnes. Voilà, premier réflexe, appel à l'émotion, je suis en colère. Il faut se protéger, etc. Et les gens, ils vont faire la fête. Oh là là, c'est français, c'est parisien, ils ne respectent rien, tatati, tatata. Et après, on voit qu'il y a 2-3 drapeaux français. Okay, on voit qu'il y a des fumigènes. Donc là, ils font la fête à cause de la pandémie. Et après, on se dit, alors peut-être que si je fais une recherche image inversée, c'est-à-dire que je prends l'image, je vais sur Google Images, je mets rechercher l'image, et je regarde la date de parution de cette photo. Il s'avère que ce n'était pas en mars 2020, c'était en juillet 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet 2018? La victoire de la France à la Coupe du Monde. Et en fait, c'était des gens qui, 4 ans plus tôt, faisaient la fête, ignorant du Covid qui arriverait 2 ans plus tard. Donc, il faut se méfier. Et je pense qu'il faut faire attention à 2 choses. Déjà, nos ressentis face à une information. Il faut mettre de côté l'émotion pour voir un petit peu si c'est vrai ou pas. Et après, connaître les outils de vérification. Donc, la recherche d'image inversée, ça marche très très bien. Il y a Tiny Image, je crois, non, Google Images. Google Images, ça fonctionne très bien. Et c'est un très bon moyen pour vérifier l'information. Il y en a plein, oui, Verify. Il y en a plein. Il y en a pléthore. Vous avez le site du Monde aussi. Les décodeurs, ouais. Voilà, le décodex. Donc, vous pouvez prendre le lien de l'article, vous le mettez dedans et il va vous dire si ça relève de fake news avérée ou pas. C'est pas lui qui décide, hein. C'est la recherche, le fait que ce soit une fake news. Sur les images, sur les photographies, il y a l'angle de prise de vue. Bien sûr, bien sûr. Notamment avec les films politiques, quel que soit le bord, la salle est pleine. Quand on a une photo du fond de la salle, il y a 5 ans qui sont pleins. C'est ça. Et ça. Bien sûr. Il y avait une image, c'est hyper intéressant, il y avait une image où il y avait en fait un journaliste comme ça, et derrière il y avait des cadavres des sacs plastiques. Et cette image est apparue la première fois au début de la pandémie pour dire, regardez, on nous ment, parce qu'en fait, à un moment, un des sacs, d'un coup, il y a quelqu'un qui bouge et qui sort du sac plastique, qui était une sorte de, vous savez, comme on met quand on va dans les films, quand quelqu'un est mort, etc. Et donc, c'était la preuve que cette pandémie est fake, bien évidemment. Sauf qu'en fait, cette image-là, cette vidéo-là, elle venait d'une conférence pour le climat 2 ans plus tôt,
Et c'était des gens qui s'étaient mis là-dedans pour montrer les morts que pouvait provoquer le réchauffement climatique. Très intéressant, il y a un mois, qu'est-ce qui est apparu sur les réseaux? Cette même vidéo, et les gens disaient, regardez, on nous fait croire qu'il y a des morts en Ukraine, mais en fait c'est pas vrai, parce qu'il y avait encore ce mec qui bougeait. Donc on a utilisé 2 fois cette même vidéo qui était un acting à la base en fait, et pour faire croire que la pandémie ça n'existait pas, et que la guerre ça n'existait pas. Alors que sur les reportages, il y avait écrit en autrichien, donc sûrement en allemand. D'accord, merci. Manifestation pour le climat à Vienne. Mais malgré ce texte-là, il y avait écrit Vienne. Vienne, ça se dit très facilement dans toutes les langues. Certaines personnes recliquaient, tweetaient en disant bah là, ils se moquent de nous, quel scandale, etc. Méfions-nous des images. Le problème de ça aussi, c'est que maintenant qu'on peut très bien déformer l'image, si on voit par exemple la photo d'une maternité qui a explosé en Ukraine, les gens peuvent dire ouais, mais c'est un fake. Donc c'est un peu, voilà, c'est compliqué de les deux sens. C'est-à-dire que cette idée qu'on peut déformer l'image, il faut se méfier, mais c'est aussi un argument pour désavouer toute preuve visuelle qui apparaît. C'est très compliqué. Et moi, je fais beaucoup d'interventions là-dessus, et j'ai des gens qui vont me voir, et qui me disent, mais qu'est-ce que je dois croire? Enfin, je pense que beaucoup de gens sont assez perdus, en fait. Ils disent, qu'est-ce que je dois croire? C'est très compliqué. Et en même temps, ils me disent, oui, dites-moi, vous, des gens que je peux croire, mais si je vous dis ça, en fait, je ne suis pas dans ma logique d'esprit critique, parce que vous allez juste croire cette personne, parce que moi, je vous ai convaincu. C'est compliqué. C'est assez tragique, et voilà. Et après, l'idée, c'est d'avoir quelques outils pour s'en sortir. Donc, un sophisme, c'est un argument fallacieux qui possède une illusion de logique. Comme je vous l'ai dit, c'est en fait, il y en a plein, mais c'est un raisonnement qui semble pertinent, mais qui n'est pas du tout logique. Si vous voulez, à la fin, je vous donnerai quelques chaînes YouTube de personnes qui, justement, expliquent un peu c'est quoi un argument fallacieux, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut faire attention et les repérer. Par exemple, le gruyère possède des trous. Plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Donc, plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. C'est logique. Donc, ça ne sert à rien d'acheter beaucoup de fromage, puisqu'au final, tu achètes moins de fromage. C'est un argument fallacieux. Parce qu'il manque un élément qui est qu'il y a plus de trous, mais il y a aussi plus de gruyère. Spoil. Et comme vous n'avez pas été vigilant, sachez que cette photo est une fake news, puisque c'est de l'émental sur la photo. Et bah oui, ah bah oui. Parce qu'un gruyère n'a pas des trous comme ça. Je suis très déçu de vous. Oui, c'est pas du fromage français, d'accord. Donc voilà, ça c'est la définition d'un sophisme ou d'un argument fallacieux. Je vous dirai après qu'il a fait. Je vais vous lire ce texte-là et vous allez me dire qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ce raisonnement, selon vous, ne fonctionne pas? Parce que si nous acceptons de paquets... À un moment, il y avait un débat, et ça a été acté depuis, c'était il y a quelques années, sur le paquet de cigarettes neutres. Parce que si nous acceptons de paquets de cigarettes neutres, dans 6 mois, on vous proposera la bouteille de vin neutre. Et c'en sera fini de nos appellations. Et c'en sera fini de nos terroirs. Et c'en sera fini de la défense de notre savoir-faire. Qui c'est qui a dit ça? Personne? Bon. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce raisonnement? C'est passer allègrement de la cigarette au vin. Je veux dire, regardez les faits. Je veux dire, là, le paquet est neutre, il y a toujours des bouteilles de vin. C'est Nicolas Sarkozy qui avait sorti ça et qui s'était pris un tollé par rapport à ça. Je crois que c'était il y a quelques années déjà. Et en fait, c'est un cas d'école pour beaucoup de gens sceptiques. C'est ce qu'on appelle le sophisme de la pente glissante. La pente glissante, c'est un peu ce qu'on avait vu avec Hold Up, c'est on prend un élément qui est vrai, et on dit, mais si il y a ça qui arrive, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, et à la fin, généralement, c'est la fin de la civilisation. Quand j'ai bossé au Sénat il y a 10 ans, et c'était à l'époque, donc François Hollande venait d'être élu, il y avait ce projet de loi pour le mariage homosexuel. J'ai pas des gens qui m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte, si on accepte ça, qu'est-ce qui va se passer après? Le trouble, et puis, la zoophilie. Oh. Voilà. Pente glissante, on part du principe que si quelque chose arrive, ça va faire une sorte de réaction en chaîne toujours plus grave. Est-ce que c'est toujours un problème? Peut-être que des fois, il faut être vigilant. Peut-être que, par exemple, commencer à céder nos données à Facebook, c'est un engrenage qu'on ne pourra plus arrêter. Le principe de sophisme, ça ne veut pas dire qu'il est toujours faux. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours vrai. Peut-être que des fois, il faut être vigilant. Peut-être que, par exemple, pour la Russie, il faut être intransigeant, parce que si on cède un petit peu, ils ont pris la Crimée, puis ils vont prendre le Donbass, etc., etc. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est faux. Mais par contre, établir que ça, c'est la preuve que la bouteille va devenir neutre, que nos terroirs vont finir et que le savoir-faire va disparaître, ça, c'est pas un bon argument. C'est un raisonnement fallacieux.
Et encore une fois, on joue sur la peur, la fin du terroir. Oh non, s'il vous plaît, non, laissez ma bouteille de vin. D'accord? Donc on est encore sur l'appel à l'émotion. Donc ça, c'est la pente glissante. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Ça marche des journalistes, enfin, quelquefois quand même. Certainement. Pas assez souvent. Hein. Est-ce que vous avez des exemples de ça? Il y a une accumulation, vous prenez quelques journaux, ou flash en milieu de journaux, vous avez une accumulation, et le journal disant, mais si ça continue, ça va être ça, quoi. Et voilà, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres exemples de pente glissante? J'essaie d'en trouver aussi, qui pourraient arriver, ou dont vous avez été témoin, ou que vous avez vu durant cette campagne, par exemple. Si nous continuons, effectivement, augmentons encore notre endettement, donc on creuse effectivement la dette publique, donc il est clair qu'à moyen terme, la France est effectivement en état de cessation de paiement. Et que donc c'est la fin de notre pays, etc. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce seul argument ne peut pas suffire à être pertinent. D'autres arguments qu'on pourrait voir? Bah si. Il y a un grand débat sur le cannabis. Est-ce qu'on rend le cannabis légal? L'argument principal de ceux qui ne veulent pas rendre le cannabis légal, c'est, vous vous rendez compte? Si on rend le cannabis légal, c'est quoi l'étape d'après? C'est la cocaïne? C'est l'héroïne? Pente glissante. Alors, on peut être contre la légalisation du cannabis, ou l'interdiction ou la légalisation, mais partir du principe que ça va faire une sorte d'effet levier où tout va être autorisé, personnellement, je ne pense pas. On voit aux États-Unis, par exemple, c'est pas du tout ce qui se passe. Ça me semble un petit peu facile comme raisonnement. Et je pense que, par exemple, un débat sur l'euthanasie va aussi avoir ce genre de choses. Si on commence à autoriser ça, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir tuer des gens comme ça. Gardons raison. Enfin, il faut savoir raison garder. Indépendamment de ce qu'on pense de l'euthanasie, c'est pas la question. C'est juste que, pour moi, ce raisonnement-là n'est pas bon pour être pour ou contre l'euthanasie, parce qu'il n'est pas pertinent. Ça, c'est la pente glissante. Bon pour vous? Autre sophisme, sur encore un sujet touchy, le nucléaire. Donc Yannick Jadot qui a dit il y a quelques semaines ou mois, j'imagine, partout dans le monde, l'extrême droite soutient le nucléaire, ce qui signifie pas qu'elle doit, j'arrive même pas à le dire, ce qui signifie pas qu'elle soit la seule à le faire, notamment en France. Choisissons l'innovation, répondons à l'urgence climatique et au pouvoir d'achat maintenant. Qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas dans ce raisonnement? Je pense surtout à la première partie. Est-ce que vous avez entendu parler du point Godwin? Le point Godwin, c'est en fait, un monsieur qui s'appelle Godwin, je pense, qui a d'abord une théorie, qui n'est pas scientifique, qui est surtout rigolote, qui est, au plus qu'une conversation, un débat continue, au plus que la chance qu'on finisse par parler des nazis, qu'on fasse une comparaison avec Hitler, est à 100%. Et ça, c'est en fait quelque chose, c'est un peu ce qui se passe là en fait. Effectivement, on peut être contre le nucléaire, il y a plein de bonnes raisons d'être contre le nucléaire, des déchets, etc. Mais là, ça sous-entend quand même, vous êtes pour le nucléaire? Vous savez qui d'autre est pour le nucléaire? L'extrême droite. Vous êtes d'extrême droite? Et c'est embêtant, parce que voilà. Un autre exemple. Je sais. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord parce que je pense que Yannick Jadot... Oui, mais c'est aussi pour pas qu'on lui reproche cela. Ça, c'est mon interprétation, mais pour moi, je pense que Yannick Jadot et son équipe sont pas du tout des idiots et qu'ils savaient que dire juste partout dans le monde, l'extrême droite soutient le nucléaire, tout court, il y aurait eu un tollé. Et donc, il va nuancer un petit peu, de même que Mélenchon, par exemple, dit que c'est probablement, c'est une sorte d'atténuation de l'information. Mais dans tous les cas, ce qui marque, c'est le mot extrême droite. Voilà, ça veut dire que, en gros, ce qu'il dit, c'est un peu, ils ne sont pas tous comme ça, mais quand même, l'extrême droite soutient le nucléaire. Moi, à titre personnel, je suis végétarien. Vous savez qui d'autre était végétarien? Adolf Hitler. Pardon? Adolf Hitler. Oui, c'est vrai. Eh oui, et donc, est-ce que je suis un nazi? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bah oui, c'est évident. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait, mais je suis d'accord avec vous, c'est plus nuancé que ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que généralement, c'est toujours plus nuancé que ça. Il y a toujours une petite nuance, justement, pour faire passer l'information,
Mais ce qui reste quand même, ce qui est le début du tweet, c'est ben, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il en parle? En fait, c'est ça. Si ce n'est pas que l'extrême droite, pourquoi est-ce qu'il en parle? Moi, je pense qu'il y a quand même une envie de faire le déshonneur par association, c'est-à-dire tu penses comme des personnes qui ont des valeurs opposées à toi. Mais, moi, je pense que c'est aussi pour éloigner un peu sa position, parce qu'il ne parle pas de sa position là, lui, il parle des autres, alors que la sienne n'est pas claire non plus. Jadot est clairement anti-nucléaire. Oui, oui, d'accord, sauf que pragmatique. Alors, je suis d'accord. Non, mais on est. Alors, donc il l'a pas dit, lui, enfin, je sais pas. bah, Jadot est l'ancien président de Greenpeace France. Greenpeace, c'est quand même l'association la plus anti-nucléaire en France. Si moi, je dois choisir, je pense que Jadot est clairement anti-nucléaire. Et dans son programme, d'ailleurs, peut-être qu'il nuance un petit peu maintenant, mais il veut la fin du nucléaire. À gauche, je pense qu'à part Fabien Roussel, en fait, tous les candidats sont pour la fin du nucléaire. À plus ou moyen terme. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Plutôt que de dire je suis contre le nucléaire, je dis, vous savez que l'extrême droite est pour le nucléaire. Ce qui n'est pas forcément faux. Ce qui n'est pas forcément faux, hein. Attention. Je ne dis pas que ce qu'il dit est faux. Je dis que utiliser cet argument-là, ça va influencer notre manière de voir cette position. Et un autre débat que j'avais vu aussi, c'était par exemple, alors à gauche, donc le candidat du PC Fabien Roussel était un des seuls candidats de gauche à avoir manifesté avec les forces de l'ordre, qui avaient manifesté il y a quelques mois. Et Jean-Luc Mélenchon, désolé, Philippe Poutou s'était désisté. Et on avait reproché à Roussel de dire, mais vous savez qui d'autre a fait cette manifestation? Éric Zemmour. Alors peut-être, et peut-être que c'est un message, etc. Mais pour moi, on est dans un déshonneur par association, pertinent ou pas, et il faut en parler. En tout cas, il faut le noter. Anne Hidalgo y était également. Yann Hidalgo y était également, certainement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées, concepts de déshonneur par association qui vous reviennent Quelle heure il est pour savoir combien de temps il nous reste? Parce qu'en fait, je me base sur cette horloge, mais qui n'est pas du tout à l'heure. Il est presque 16 heures. Bon, il nous reste une demi-heure, c'est ça à peu près? Super. Il est 16 heures. Il est 16 heures. Est-ce que vous avez d'autres exemples de déshonneur par association? Ok. Tac, tac. Donc là, on a parlé aussi de la simple exposition. Je réfléchis à d'autres arguments. Ouais, comme ça, j'en ai pas. Et donc, oui. Alors, je pense. Bah, déjà, mais en fait, je pense que ça se pratique universellement. C'est-à-dire que même dans une cour de récré, t'as vu avec qui tu traînes? Manager les équipes, est-ce que ça, ce sont des outils qu'on utilise? C'est possible. Je n'ai pas d'exemple en tête parce que je connais peu ce milieu-là, mais c'est possible. Peut-être que. Ah bah ça, oui, c'est. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Être d'accord. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah. Ouais. Mais en fait, oui, alors, certainement. Et en fait, c'est un débat un peu éternel. C'est en fait si on partage quelques idées avec une personne dont on ne partage rien d'autre. Si, par exemple, je ne sais pas, mais si on a des convictions totalement différentes avec une personne, en termes d'idéologie, etc., mais sur certains points, on est d'accord, est-ce que ça veut dire qu'on pense un peu comme elle ou pas? Ça, c'est un peu l'argument. Si un nazi dit qu'il pleut, est-ce qu'il faut dire qu'il fait beau? Ou est-ce qu'il faut dire qu'il pleut, quitte à donner l'impression d'être d'accord de manière rhétorique avec la personne? C'est très embêtant. Mais aussi, je pense que beaucoup d'hommes politiques vont faire le schéma inverse. Ils vont dire quelques banalités où on ne peut pas ne pas être d'accord pour donner un sentiment d'approbation et ensuite glisser sur des choses plus spécifiques et peut-être problématiques. Qui en a... Pardon? Au quotidien, on le retrouve, ça, quand on veut lutter contre un sujet précis, on crée un collectif. À l'intérieur de ce collectif, Bien sûr. il y a toutes les tendances. Bien sûr, bien sûr.
Et alors, vous êtes assis peut-être à côté d'une personne à qui vous auriez peut-être pas parlé dans d'autres situations. Tout à fait. Alors, mais là, ça n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Et puis moi, je pense que c'est pas forcément mal de parler avec des gens qui sont en désaccord avec nous. Oui, je sais pas ce que j'ai dit. Non, mais je sais. Mais sur les réseaux sociaux, par exemple, je vois souvent ça, c'est-à-dire qu'une personne qui dit, enfin, une personne problématique, mais elle va dire quelque chose de pertinent, si on le signale, on va être catégorisé comme défendant cette personne, et donc jouant le jeu de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de telle personne, de tel agresseur, etc. Donc ça crée aussi un phénomène d'autocensure. Voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il y a des combats qui doivent être radicaux pour fonctionner? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ça, sur des réseaux, ça s'appelle, enfin, c'est un mot très très général qui s'appelle la cancel culture aussi, donc la culture de l'annulation, de la disparition. C'est un terme très générique qui veut à peu près tout et rien dire, mais en gros, c'est si tu commences à défendre une personne qui est odieuse, voilà, tu mérites toi aussi de disparaître. Par exemple, il y a J.K. Rowling qui a des propos considérés comme transphobes, et certaines personnes populaires, célébrités, ont voulu la défendre sous prétexte qu'elle a le droit d'exprimer même si on n'est pas d'accord, et il y a eu un retour de critique par rapport à elle, par rapport à ces personnes qui défendaient J.K. Rowling. C'est un débat hyper compliqué. Moi, j'ai un avis sur la transphobie, bien évidemment, mais l'idée de déshonneur par association, c'est très présent sur les réseaux, et je pense que ce n'est pas toujours pertinent. Des fois, c'est peut-être bien de remettre les gens face à leurs contradictions, mais dans d'autres cas, c'est compliqué parce qu'en fait, quelque chose comme ça, pour moi, ce que je reproche le plus à ça, c'est que ça évite la véritable réflexion sur le nucléaire, parce qu'il y a effectivement des problèmes sur le nucléaire, les déchets, etc. Il y a des choses intéressantes aussi, ça émet très peu de CO2. Et ce débat-là, on ne peut pas l'avoir si on se base que sur des raisonnements comme ça de déshonneur par association. Le problème des sophismes, en fait, en général, c'est pas tant qu'ils soient pertinents ou pas, c'est qu'ils empêchent une réflexion de fond sur des sujets qui sont complexes. Donc voilà. Et maintenant, on arrive sur la dernière partie qui s'appelle le storytelling, et c'est en fait l'art de raconter des histoires. Ça tombe bien, je suis écrivain. Raconter une histoire à des fins de communication. Alors ça, on le voit sans arrêt. On le voit de la pub, on le voit dans les médias, on le voit de tout temps. Et à quoi ça sert à votre avis, le storytelling? Ouais. Exactement, exactement. Ça crée un lien très empathique avec la personne. Combien d'artistes, de sportifs, de youtubeurs vont dire qu'ils sont partis de rien, qu'ils ont charbonné pendant des années et qu'enfin ils ont eu du succès au bout de 10 ans de travail. Ah, on est avec eux, quoi, on a envie de les croire. Voilà. Ça, c'est le storytelling. Et on va parler, pour conclure, de Emmanuel Macron et d'un storytelling qu'il a fait que moi, sur le moment, je n'avais pas trop vu, mais qui me semble hyper intéressant maintenant. Donc, raconter une histoire à des fins de communication. Emmanuel Macron a une grand-mère qui est décédée en 2016, je crois, qui se surnommait Manette et qui était une femme de lettres. D'accord? Ça, ce n'est pas du storytelling. Ça, c'est juste un fait. Mais comment ça a été présenté dans les médias? C'était avant son élection. Ben voilà un extrait. Manette, comme il l'appelait, était un pur produit de la méritocratie républicaine. Elle avait vu le jour dans un milieu très pauvre, au cœur d'un petit village des Hautes-Pyrénées, où l'on parlait gascon. Son père valait de fer, mais sa mère ne savait ni lire ni écrire. C'est grâce à l'école que leur fille s'est élevée socialement et culturellement au point de devenir au négatif presque parfait de ses propres parents. Pourquoi, selon vous, là, on est dans le storytelling? Oui. Il faisait l'analogie avec lui. Ouais. Il venait de rien. Ouais. Oui, tout à fait. Il projette la propre réussite sociale de sa grand-mère à lui, oui. Il attire la pitié, l'émotion. Voilà. Pour moi, en fait, ce que je vois beaucoup là-dedans, c'est le concept du rêve américain. Parti de rien, au sol, et propulsé au sommet. Ce qui est très logique, je pense, avec la logique politique d'Emmanuel Macron, qui est, je pense, de cette logique entrepreneur, start-up, etc. Donc, il y a de l'émotion, bien évidemment. Ça éclabousse sur Emmanuel Macron. Et moi, il y a aussi plein de choses que je vois. C'est la notion de méritocratie, qui est aussi très présente chez Emmanuel Macron, à mon sens. La République, c'est-à-dire qu'il parlait gascon, elle a appris français, donc cette idée aussi de roman national, en quelque sorte, qui calque sur sa propre histoire. Donc c'est un moyen aussi, c'est marrant parce que je n'ai pas pensé quand j'ai préparé, mais j'y pense maintenant, d'associer le propre parcours de la famille de Macron avec le parcours de la France, qui s'est unifié autour du français,
autour de la langue française, dont les Français sont extrêmement fiers. Ne parlez pas d'anglicisme à un académicien. Et donc, on a cette fusion entre l'évolution de la famille d'Emmanuel Macron et l'évolution de la France. Il y a le discours méritocratique, il y a l'amour de l'école républicaine qui a permis à cette fille de s'émanciper. Voilà, tous ces éléments sont là-dedans. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est faux, c'est certainement vrai. Je dis que le fait d'en parler, ça va modifier notre perception d'Emmanuel Macron, de sa famille et de sa légitimité. C'est le principe du storytelling. Moi, la grand-mère n'est plus là, et vous remarquerez quand même que le père n'en parle jamais. Oui. Ouais, c'est ça, c'est que La mère. Alors, ouais, ça, le rang intermédiaire, il n'y a plus la méritocratie. oui, mais parce que peut-être que le rang intermédiaire, justement, n'a pas eu cette storytelling d'évolution que Macron n'a pas eu aussi. Enfin, Macron, je pense, je ne veux pas critiquer, mais il vient d'un milieu aisé déjà, je pense. Voilà, il n'est pas parti des terres de Gascogne pour devenir président de la République. Donc c'est plus intéressant de remonter à sa grand-mère. Mais ce qui est intéressant, c'est si on remonte un cran au-dessus. Son arrière-grand-mère était illettrée, et vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Et pendant son meeting à Lyon, donc c'était son premier grand meeting, je crois, en 2016, je sais parce que je suis lyonnais, le candidat à l'élection présidentielle a rendu hommage à sa grand-mère et son arrière-grand-mère qui ne savaient pas lire. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, juste avant, il y a eu une petite polémique avec Macron, alors ministre de l'économie, par rapport à l'illettrisme des salariés des abattoirs GAD. Si vous vous rappelez, il y avait une vidéo où il a dit que les employés, qui étaient surtout des femmes de cette entreprise, étaient surtout illettrés, etc., etc. Ça fait polémique, et je pense que ce n'est pas un hasard si, pour avoir une légitimité sur ce discours-là, parce que voilà, pour être concerné, il dit « mais moi, mon arrière-grand-mère était illettrée, donc je sais de quoi je parle, et donc j'ai le droit d'en parler ». Et bien, ce storytelling, il sert à la fois à mettre en avant le success story de sa famille, qui devient française et républicaine par la langue française. En plus, Brigitte Macron étant prof de français, je pense que tout ça, ça joue. Et aussi de justifier et d'éteindre un petit peu cette polémique sur son discours par rapport aux femmes illettrées de l'entreprise, en disant « mais moi, ma grand-mère, voilà, je sais d'où je viens ». Ça, c'est l'argument. Et Gérard Collomb, qui était mon ancien maire à Lyon, à un moment, justement, il s'était plaint de ne gagner que 4 000 € par mois. Et quand on lui a reproché, il a dit « mais attendez, je sais d'où je viens ». Ouais, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un moyen de s'offrir une sorte de légitimité. Alors, ça veut sûrement dire eh ben, j'ai connu la misère, etc., je sais d'où je viens. Et beaucoup même de sportifs, etc., vont dire je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas mes racines. Ça marche, enfin, c'est très présent. Enfin, l'être humain adore ce genre de discours. C'est du storytelling, très clairement. Et donc, voilà. Et donc, la filiation d'Emmanuel Macron, romancée, mis en storytelling, c'est un moyen de s'offrir une légitimité et de faire éteindre la polémique qu'il a pu y avoir. Et donc ça, c'était un peu sur le texte. Et par exemple, j'en ai pas parlé là, mais il y a d'autres types de storytelling, notamment l'image. L'image est très importante. On n'est pas sur l'histoire, mais la manière dont vont être présentés les candidats, ça va impacter. On a reproché à Yannick Jadot de ne pas avoir de cravate il y a quelques semaines. Et il y a aussi un autre point, mais que je n'ai pas mis. Par exemple, on avait Éric Zemmour qui déclame son amour de l'armée. On lui a dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait le service militaire? Et on lui a dit, bah, il a dit, j'avais mal aux genoux, etc. Et donc après, pour éviter cette image de personnes, on va dire, physiquement fragiles, je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques semaines, il y a une vidéo de lui qui joue au tennis au ralenti, comme ça, pour montrer qu'en fait, il est aussi sportif. Donc l'idée, c'est juste de montrer que c'est un homme d'action, ce genre de choses, voilà. Et je pense que c'est une réponse aux critiques qu'on lui a fait sur ses genoux, sur son physique, justement. En termes d'habits, par exemple, il y a Philippe Poutou, qui n'est jamais en costard. Et je pense qu'au quotidien, effectivement, il n'est pas en costard, mais je pense qu'il y a aussi forcément un choix de montrer qu'il est différent des autres candidats, plus proche des ouvriers, des ouvrières, etc. Et donc, c'est aussi pour envoyer un message particulier. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère dans sa démarche, mais il y a cette image. De même que le fait de mettre un costard, c'est aussi un choix et un terme d'image. Mais c'est plus normalisé dans le milieu politique. Oui, bah, je pense qu'il a dû faire la blague lors du débat il y a 5 ans. Et en termes, parce qu'il y a aussi une personne dont on n'a pas encore parlé, en termes de storytelling, exactement. C'est un TikTok, ça.
Donc, voilà. Donc en fait, alors attendez, avant qu'on voit. Et donc là, on est sur du storytelling aussi, sur TikTok, où Marine Le Pen fait une vidéo avec son chat, parce que tout le monde sait que les chats contrôlent le monde et que surtout ils contrôlent Internet. Et forcément, ça modifie notre image de Marine Le Pen, qui veut peut-être adoucir son image pour s'opposer à Éric Zemmour, ou pour montrer que voilà. Du coup, si on aime les chats, on aime Marine Le Pen? Bah oui, exactement. Exactement, c'est pour ça que j'aime les chiens. Non, mais c'est ça, c'est du déshonneur par association, en quelque sorte. Et le storytelling est repris aussi par rapport à j'ai des manières qui maintenant me trahissent. Oui, certainement. Et justement, Marion Maréchal Le Pen a rejoint Éric Zemmour. Et je crois que Marine Le Pen a dit quelque chose en disant, plutôt que de dire qu'est-ce traîtresse, elle a dit, bah, la pauvre, je ne sais pas de quoi elle s'embarque. C'est un choix aussi empathique pour garder cette idée de famille. Mais donc voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas les chats. Je suis persuadé qu'elle adore les chats. En plus, je crois qu'elle a beaucoup de chats. Mais le fait de le mettre en image, c'est pas innocent. Quand on est un homme ou une femme politique, qu'on se présente à l'élection présidentielle, si on met une vidéo sur TikTok, elle a été vue, elle a été analysée par 15 conseillers. Donc ce n'est pas un hasard. Et donc c'est une autre manière de faire du storytelling et de modifier la perception qu'on peut avoir d'un candidat ou d'une candidate. Voilà, et ça c'était le cœur de l'intervention. Ça c'est bon. J'espère que ça vous a plu, déjà, tant mieux. Quelles sont vos questions, comme on a encore un petit peu de temps, et sinon je vous montrerai d'autres trucs. Oui. Une question qui n'est pas vraiment sur votre thème, je voudrais savoir si vous intervenez en milieu scolaire, Oui, énormément. avec des enseignants. Oui. Ah, alors je n'ai pas fait de formation d'enseignant. Par contre, j'interviens beaucoup dans les milieux scolaires. Je suis intervenu lundi en banlieue parisienne, et demain je suis à Pertuis, de la médiathèque, mais des élèves vont venir. Parce que quand même les jeunes, ils sont largement... Alors, Si vous cherchez de l'intervention sur ce sujet, sur les Non, pas du tout, c'est la curiosité. oui, comme ça je réponds peut-être si d'autres sont intéressés. Il y a un organisme en France qui s'appelle la CLEMI et qui est vraiment un organisme qui est dédié à l'éducation aux médias. Et là, il y a des professionnels qui ont des journalistes qui vont intervenir. Vous avez voilà, et eux, s'ils ne savent pas, si vous avez une demande particulière, ils peuvent toujours vous mettre en relation avec quelqu'un qui saura, parce qu'il y a un grand réseau sur la clinique. Camille qui est partenaire avec nous aussi, enfin, on est répertorié dans notre cycle d'éducation aux médias. Donc c'est à viser de l'enseignement, mais plus largement, on peut les faire intervenir. Par exemple, la semaine de la presse nationale, c'est sur l'initiative de la clinique qui a instauré ça il y a une petite dizaine d'années, il me semble. Voilà, justement pour sensibiliser à ce média si particulier qu'est la presse, parce que c'est vrai qu'en France, en ce moment, c'est moins une évidence, la presse pour l'information, et elle veut remettre justement la presse au cœur de l'éducation aux médias. Et si jamais vous pouvez passer par nous aussi, parce qu'on commence à connaître pas mal de monde, dont les amis du monde diplomatique, qui sont aussi un gros réseau, et qui ont beaucoup de partenaires, pas uniquement la bibliothèque, mais des partenaires nationaux, des relations avec des journalistes, voilà. Notamment cet après-midi, là, on continue, on enchaîne à 17h15 avec un journaliste qui intervient, et on a une programmation d'un film, tout ça par le biais des amis du monde diplomatique, voilà, tout un réseau qui se construit au biais de l'éducation, sur l'éducation média, et qui est très important. C'est même foisonnant parce que des fois, nous, on s'y perd un petit peu, et le CLEMI arrive à jalonner un peu tout ça. voilà. Je précise d'ailleurs que le CLEMI, c'est un service de l'éducation nationale. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et sinon, moi, je suis spécialisé dans les biais cognitifs, et c'est aussi quelque chose que je proposais, qui est un peu le cœur de mes interventions. J'en ai un peu parlé, mais c'est comment notre cerveau, pourquoi notre cerveau nous pousse vers des fake news. Il y a un autre, un autre effet dont je n'ai pas parlé, mais dont je voudrais parler. Et pour ça, en fait, est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques semaines, le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui annonçait que c'était extraordinaire parce qu'on avait une croissance de 7% cette année, l'année dernière. Ce qui manque, c'est vrai, ce n'est pas une fake news. Mais qu'est-ce qui manque? Non, pas la date. Par rapport à quoi? Il oublie de dire aussi que les années précédentes, Exactement. il y a eu une forte Baisse. décroissance. Exactement. C'est que du coup, oui, cette croissance s'explique par des années plus faibles. Exactement. Tout à fait. Si ça baisse pendant 5 ans que ça remonte,
Si on se concentre là-dessus, on voit une immense victoire. Mais il faut mettre en perspective ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage, dont les journalistes sont parfaitement conscients, c'est l'information va changer en fonction de l'élément qu'on va mettre en avant. Ici, juste cette année-là n'est pas pertinent puisqu'il faut la mettre en perspective avec le reste. Mais ce n'est pas une fake news en tant que telle. Par contre, il manque un contexte. Et Même chose au niveau de l'emploi. Exactement, au niveau de l'emploi. Si vous voulez, si on a quelques minutes, je peux montrer quelques graphes fallacieux justement qui montrent, qui jouent un petit peu sur ça, si ça vous va. À moins que vous ayez d'autres questions. Oui, mais en fait, en rapport avec ce que dit monsieur, c'est aussi la dette publique. C'est bien. Bien sûr. Non mais... Tout à fait. Après, là, on est vraiment sur un... Comment dire, sur... Une autre question, si vous voulez, c'est concernant les fake news. Oui. Parce qu'en pratique, si vous voulez, on se dit, mais... Je vous écoute. Hein. C'est que finalement, ce sont divers médias qui viennent véhiculer des informations diverses et variées, qui peuvent être effectivement... Alors, c'est là où... Pour moi, une fake news est intentionnelle ou pas. On peut propager des fake news sans faire exprès. Et je vais vous montrer pourquoi. Tac. Ça, c'est une autre intervention que je fais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une expérience d'un psychologue dans les années 1930, donc il y a plus de 100 ans, qui est extrêmement pertinente de nos jours. Il a, vous connaissez la logique du téléphone arabe. Je dis un message dans une oreille, la personne entend, propage, et ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin, la phrase n'a plus aucun rapport avec le début. Mais ça reste une phrase cohérente, ce n'est pas un amas de sons, parce que le cerveau va sans cesse réinterpréter ce qu'il entend et produire. Mais ce qui est intéressant avec son expérience, c'est qu'en fait, il a montré un dessin à un groupe de gens qui devaient le dessiner, le montrer à l'autre. L'autre voit la première copie du dessin, dessine, donc fait une nouvelle version, la numéro 3. Puis, cette troisième version va sur un quatrième regard qui va dessiner une nouvelle fois, etc., etc. Et donc, on part d'une sorte de masque africain jusqu'à un visage. On part d'un hibou jusqu'à un chat. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fonction de la culture des gens qui sont soumis à l'expérience, le dessin final va changer. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire, en fait, que déjà, à chaque fois, il y a une réinterprétation de ce que c'est. Donc là, il voit un peu un visage, il voit un peu un visage, hop, on va vers un visage, mais que cette réinterprétation n'est pas neutre, elle dépend de la culture, des opinions politiques de la personne. Et quand on arrive sur Internet et qu'il y a une information qui est vraie, elle est partagée une fois, elle va être un peu déformée dans le sens des croyances de la personne. Puis elle va être partagée une deuxième fois et déformée une deuxième fois dans le sens des croyances de la personne. Comme sur Internet, on est sur ce qu'on appelle des bulles de confirmation, et donc on est mis en relation surtout avec des personnes qui partagent nos idées, ça veut dire que cette information va sans cesse être amplifiée, déformée dans un sens bien précis. Et donc ce qui était une vraie information à la base, l'incendie au Kenya ou je ne sais plus dans quel pays, va devenir un attentat terroriste si ça passe dans des groupes de personnes qui sont persuadées qu'il y a des attentats terroristes de partout, etc. Et donc la fake news finale est partagée en toute bonne foi et de manière intentionnelle. Ce n'est pas une personne qui a décidé abruptement de faire une fake news, c'est chacun qui a petit à petit modifié un petit peu la vraie information pour la transformer en fake news. Mais un point qui est très important aussi, c'est ces fermes de trolls, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui sont payés pour faire ça. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on embauche des centaines de personnes pour balancer des informations sur les réseaux? Et bien, je vais vous aider. Il y a quelque chose qui s'appelle le biais de conformité. Où quand on hésite, quand on n'est pas sûr, on va avoir tendance à se conforter avec ce que pensent les autres. On est des animaux sociaux. Hein. Des fois, c'est très bien. C'est très bien. Si on voit que tout le monde s'agite, commence à avoir peur, peut-être qu'il y a une raison d'avoir peur, et on va partir. Mais le problème de ça, donc imaginez une personne, par exemple, ça a vraiment commencé avec Trump, qui hésite entre Hillary Clinton et Trump. Elle hésite, et elle voit sur des réseaux des milliers de personnes qui sont pour Trump. Il est quand même possible que ça influe son opinion. Actuellement, par exemple, les Russes sont très forts là-dessus. Et ça, ce n'est pas du complotisme, mais les Russes sont très forts en armée,
même si là, il semblerait que ce soit plus compliqué que prévu. Et en termes d'informatique, si vous avez vu la série Les Bureaux des légendes, vous savez, vraiment, voilà, ils sont très très forts, c'est parmi les meilleurs du monde. Et il y a une influence comme ça russe sur les réseaux sociaux pour manipuler l'opinion, très clairement. C'est ce qui se passe encore maintenant, où il y a plein de tweets pro-Russie, anti-Ukraine. Si on clique dessus, qu'on cherche le profil, c'est des profils créés il y a quelques semaines, ou des profils qui ont été créés il y a 15 ans mais qui n'ont jamais tweeté. Voilà. C'est des astuces comme ça, dont je pourrais parler une prochaine fois, pour deviner si un profil est vrai ou faux sur les réseaux. C'est assez compliqué, parce que forcément, ils font tout pour ne pas se faire voir, mais c'est vrai. Je crois que sur Twitter, il y a 50% des comptes qui ne sont pas des vrais comptes, avec une vraie personne derrière qui écrit. Rajoutez à ça des bots, donc des robots qui automatiquement vont balancer des messages, qui sont aussi de plus en plus performants, ou des likes, ou des retweets. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des NFT, c'est la grande mode du moment, voilà, où on va prendre une photo d'une œuvre d'art et puis on va dire que ça appartient à quelqu'un, etc. Dès que je mets le mot NFT sur Twitter, j'ai un bot pro-NFT qui va retweeter mon message. Donc un bot, c'est un robot, c'est un petit programme informatique en fait, qui fait des ordres comme ça, qui obéit à des ordres. Et là, son ordre, c'est dès que le mot NFT arrive, tu retweets ce tweet-là. Voilà. Et Plein de comptes fictifs qui sont créés, et du coup, quand vous allez chercher une information, en fait, c'est par popularité que ça marche. Donc, si une chose est retweetée des milliers de fois, même si c'est artificiel, c'est le tweet qui va être tout en haut et c'est lui qui va être le plus visible. Sur Twitter, il se passe un truc. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Twitter, mais une des particularités, c'est les trending, c'est-à-dire les sujets qui sont mis en avant. Et c'est en fonction du nombre de retweets. Et des fois, par exemple, il y avait c'était horrible, c'était un truc antisémite, donc un hashtag avec un mot hyper antisémite. Et en fait, c'est 15 personnes qui, la nuit, ont créé ce hashtag, ont retweeté des milliards de fois, et le matin, il est arrivé en top. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois ça, ça m'horrifie, donc appel à l'émotion, je clique dessus. Et après, comme je ne suis pas content, je vais faire quoi? Je vais dire que ce hashtag, c'est pas bien. Mais ce faisant, je participe à la popularité du hashtag. Et beaucoup de hashtags horribles sur Twitter sont surtout mis en avant par des personnes qui vont dire à quel point ce hashtag n'est pas bien, ce qui est très perverse. Voilà. Pour conclure, je vais vous montrer une petite expérience assez hallucinante. Ce n'est pas les petits chats, ce n'est pas l'unissage. On va y arriver, c'est ça. Qui connaît ce dessin? Ouais. Alors je vous invite à ne rien me dire. Les autres, dites-moi ce qui ne va pas sur cette image. La couleur n'est pas sortie. De vert ou des... Le dernier. Ouais, j'aurais plus pris un fuchsia, je suis d'accord. Pardon? La perspective. La perspective, ouais. Alors je pense que la perspective, c'est plus dû à l'écran qu'autre chose. Alors ce qui ne va pas sur cette image, c'est que la case A et la case B sont de la même couleur. Absolument. Vous ne me croyez pas, vous pensez que je dis une fake news. Qui pense que je mens, que c'est juste un moyen de vous bluffer, de vous montrer? Ah, mais vous pouvez ne pas me croire. Qui pense que je mens, que c'est du bluff, et qu'en fait, c'est un moyen de vous dire qu'il faut vous méfier des images et de la désinformation? OK? Qui pense que, non, malgré ce que je vois, elles sont bien de la même couleur? Ceux qui connaissent l'astuce, vous voulez voter? Ok. Bon, cette illusion d'optique s'appelle l'échiquier d'Adelson, A-D-E-L-S-O-N. Quoi que je vous montre, vous n'allez pas me croire, donc je vous laisse vérifier par vous-même chez vous ce soir. Vous prenez l'image, vous allez sur Paint, et vous verrez qu'elles sont bel et bien de la même couleur. Il y a plein de raisons à ça, c'est que le cerveau en fait réinterprète ça, il voit que c'est un damier, donc ça c'est censé être plus sombre que ça. Là il y a de l'ombre, donc il va éclaircir la case B, ça c'est en pleine lumière, donc il va assombrir la case A. Mais je sais que ceux qui ont décidé que j'avais faux, que je mentais, ne vont pas me croire maintenant, parce que biais de confirmation, vous avez décidé que ce n'était pas la même couleur, donc vous n'allez pas à vous remettre en question. Mais essayez par vous-même ce soir, échiquier d'Adelson, elles sont bel et bien de la même couleur. Donc la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'il ne faut pas me croire sur parole, mais aussi que nos sens et notre manière de raisonner peuvent très facilement nous piéger. Et que le cerveau ne nous donne jamais la réalité, mais une interprétation de la réalité. Donc, voilà. D'ailleurs, juste pour conclure, quand on travaille sur les biais cognitifs, qui est un sujet passionnant et je conseille d'approfondir, en fait, on dit bien en introduction à chaque fois que la première chose dont il faut vous méfier, c'est vous-même. Parce que
qu'en fait, vous avez votre vécu, vous avez vos opinions, vous avez votre entourage et ce qu'ont vécu vos proches. Et un sujet qui pour quelqu'un va être anodin, bah, pour vous c'est quelque chose qui va vous hérisser le poil parce que de votre vécu, je ne sais pas, histoire personnelle, familiale, politique, etc., vous allez avoir une réaction épidermique. Et un autre sujet que votre voisin ne va pas pouvoir supporter, bah, vous ça glisse sans problème. Donc première chose, vous vous méfiez de vous. Quand vous lisez un article, si vraiment il vous énerve au plus haut point, bah, arrivez à décrypter pourquoi, c'est déjà une clé. C'est déjà savoir en quoi cette réaction vive est importante, etc. Et souvent, ça aide. Il y a une expression très connue qui me semble très mauvaise, c'est « je ne crois que ce que je vois ». Et je pense que c'est très faux, parce que là, vous voyez qu'elles sont de couleurs différentes, et je vous garantis qu'elles sont des mêmes couleurs. Je ne vois pas l'air, mais pourtant elle est là. Je ne suis pas allé en Ukraine, mais je pense qu'il se passe des choses. Donc cette expression-là, il faut se méfier, à mon sens. Et la deuxième expression dont il faut se méfier, c'est la première impression est toujours la bonne. Psychologiquement, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que la première impression, c'est celle qui va marquer le plus. Donc si moi, j'ai décidé que, je sais pas, vous, je ne vous aimais pas, désolé, j'ai pris au hasard, vous êtes sûrement très sympathique, et bien après, tout ce que vous allez faire, je vais le réinterpréter pour confirmer cette première prise de position. Et pour changer d'avis, ce sera très, très compliqué. Parce que j'ai décidé. Et après, en plus, imaginons par exemple, il y a une personne lambda que je n'aime pas. Et bien donc tout ce qu'elle va faire, je vais la confirmer, va me faire confirmer ça. Mais en plus, moi, je vais agir avec cette personne de telle manière qu'elle va être désagréable. Si moi, je vais être désagréable avec elle, pensant qu'elle est désagréable, c'est un cercle vicieux. Il y a une expérience qui a été faite hyper intéressante. On a pris, je ne sais pas, 200 personnes, on les a séparées en 2 groupes. Et d'un côté, on a dit, OK, je vous décris une personne en 3 mots. Dites-moi quelle est votre opinion de cette personne. Chaleureuse, intelligente, ambitieuse. OK? Alors, bah, plutôt sympathique, etc., etc. Deuxième groupe, qui ne savait pas bien sûr ce qu'il y avait comme adjectif de la première. Pareil, une autre personne avec 3 adjectifs. Ambitieuse, intelligente, chaleureuse. Cette personne est froide, calculatrice, etc. C'est les mêmes mots, présentés à l'envers. D'un côté, on commence par chaleureuse, donc ça fait un biais d'ancrage, on appelle ça. Et la personne, on part du principe que cette personne est chaleureuse, et on interprète ces 2 autres mots, donc intelligente et ambitieuse, à l'aune de cette chaleur. Donc oui, bah, elle est ambitieuse, mais chaleureuse, etc., c'est le sud. Il faut bien que je plaise à mon public. L'autre commence par être ambitieuse, puis intelligente, et après chaleureuse. Certainement un Parisien, vous voyez. Plutôt ambitieuse, calculatrice, et c'est ça qui va nous servir d'interprétation pour la suite. Pourtant, c'est les 3 mêmes mots. La première impression n'est pas forcément la bonne, par contre, c'est celle qui marque le plus. Ayons conscience de ça pour justement essayer d'avoir des bonnes relations avec tout le monde, ce qui est peut-être pas mal de ces temps troublés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On est quand même voir ce qu'on voit et puis entendre ce qu'on entend. On est content de penser ce qu'on pense, hein. Je suis bien d'accord. Bon, ben voilà. Merci à vous.